Et là, vraiment, en plus, moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est la façon dont les États-Unis effacent leur histoire. Donc, grâce à lui, grâce à Howard Zinn, on arrive à avoir quand même la véritable histoire, celle que nous suit pas le rêve américain. Les États-Unis n'effacent pas leur histoire, ils inventent une histoire. Mais il a raconté, oui, il a raconté. Voilà, je crois que c'est assez clair. Il a raconté l'histoire par ceux qui sont censés ne pas faire l'histoire. Voilà, je crois que c'est assez clair. Et oui, on le dit dans le film, hein, que son livre a eu un succès considérable en 1980. Il est sorti en 1980, on le dit là dans le film. Comment ce film, selon Chomsky et beaucoup d'autres, a changé le regard des Américains sur eux-mêmes. Et voilà ce qui nous a donné envie, nous, modestement, mais génialement, de contribuer à essayer de changer le regard des Françaises et des Français sur les États-Unis d'Amérique. J'avais rencontré la première fois Howard Zinn en 2003, lors de la publication du livre, de son livre en français. C'était un des derniers pays qui avait traduit ce livre. C'est Agone, les éditions Agone, qui le publiaient, donc on s'est rencontrés à ce moment-là. Puis ça a été une sorte de coup de foudre amical parce qu'il était formidable, il était drôle, langage très expressif, très élégant aussi, hein, très, très beau gosse. Voilà, on est devenus amis à ce moment-là. Et puis ensuite, on a fait d'autres films, on a fait notamment 2 films sur Noam Chomsky. On s'était promis de le retrouver. On l'a retrouvé en 2007 à Boston et on a fait un très très long entretien avec lui qui constitue la matière de ces 3 films, parce que celui-là c'est le 2e, il y en aura un 3e. C'est à partir de cet entretien qu'il a finalement mené lui-même, selon son parcours et ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là, qu'on a construit ces films en insistant sur des thèmes qui nous intéressent, plus peut-être Olivier et moi. Et notamment dans celui-là, les histoires, vous avez vu sur Scottsboro, l'histoire de Scottsboro, toutes ces histoires de race et de classe, qui sont c'est des questions qui sont très communes et très fréquentes aux États-Unis, moins ici, qu'on maîtrise beaucoup moins ici, et qui nous semblent d'actualité pour la France, et puis d'autres sujets que vous avez pu suivre, voilà. Donc, si vous avez des questions à poser, je suis prêt à répondre, je ne vais pas parler tout seul, je peux qu'en suis capable, Donc, l'histoire populaire de l'Amérique, elle a été aussi adaptée pour un jeune public. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Quand j'étais professeur d'anglais, je m'en suis souvent servi. Professeur d'anglais. Vous êtes servi de quoi? De toutes ces fiches finalement réalisées par Howard Zinn sur tous les événements. Voilà. Tous les événements intéressants. Ouais. Il suffit de regarder dans sa table des matières et de puiser. Voilà, parce qu'il a. Et le livre est sorti en 1980, c'est-à-dire avant l'informatique. Et il a donné de nombreuses années des cours à Boston. Ces cours étaient très suivis, très populaires, parce qu'encore une fois, il était très expressif et tout. Et il faisait des fiches pour tous ces cours. Et c'est avec toutes ces fiches, écrites à la main, qu'il a fait son bouquin par la suite. Il nous a montré des tiroirs entiers, des fiches qui en nourrissent. Oui, c'est ça, c'est exactement et ça. Ma question, c'était, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette amitié entre Chomsky et Howard Zinn? Parce que une convergence, oui. Voilà, pour moi, c'est les 2 plus grands intellectuels américains. Il y a quelques autres, quand même. Il y a Bernard-Henri Lévy. Et pas américain. C'est pas la France, mais vraiment des mauvais.
Oui, c'est les deux plus grands, malheureusement, on a perdu Howard Zinn, le pauvre Noam Chomsky, voilà, Oui, oui, est oui, vraiment oui. bien âgé, Non, mais il y a des relèves, il ne faut pas de nostalgie. Oui, Oui. oui. Mais suivez, puisque vous êtes prof d'anglais, suivez les chroniques de Chris Hedges, qui est dans le film d'ailleurs, qui intervient dans le film, qui explique comment il a donné le livre à des gens dans les prisons là. Ah C'est oui, Chris voilà, Hedges, oui. Ah, ça, oui, c'est quelque chose qui a un qui peut site, être... oui, oui, et ça cingle très très fort. Non, il n'y a pas rien, du tout aux États-Unis. Il ne faut pas croire que tout est foutu, puis il y a Trump et rien d'autre. Donc il y a une relève. Il y a des résistances, comme ici, comme partout. Oui, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Avec impatience le numéro 3. On attend avec impatience alors votre troisième opus. Nous aussi, on attend avec impatience pour le Merci. sort de numéro 2. Voilà. Non, sa technique est assez simple. Hein. Oui, alors l'amitié Chomsky, c'est surtout au moment du Vietnam qu'ils se sont rencontrés. D'abord, ils habitaient tous les deux Boston, quand même, ça facilite les choses. Un peu les mêmes points de vue, quoique avec des parcours très différents l'un et l'autre. Chomsky d'une famille d'intellectuels, chercheurs, même très modestes, mais quand même des tronches spécialisées. Il avait un oncle ou un grand-père qui était spécialisé dans l'hébreu médiéval. Non, mais bon, personne n'est parfait. Et tandis que Zinn, c'est vraiment des migrations des Juifs d'Europe centrale, d'Ukraine, je crois, enfin, voilà, des gens qui sont venus, qui étaient vraiment, il le raconte, très modestes. Ils n'ont pas eu les mêmes parcours très vite. Chomsky est devenu un intello de haut rang, alors que Zinn a pris la précaution de vivre avant. Il savait de quoi il parlait. Un gars d'origine populaire, enfin, c'est ce qu'on raconte. Il avait, il faut le dire aussi, une certaine distance avec les historiens de façon générale. Et les historiens, les grands historiens américains, ont pas mal de distance vis-à-vis de lui. Et lui, il disait, les historiens, les vrais historiens, ils vont dans le passé et ils y restent. Voilà. Donc il était assez contesté par ces gens-là. Ouais. Donc, monsieur, là. Oui. Ah ben, c'est la course au micro. Un jour, on fera un prix pour la meilleure portion de micro. Allez-y. Bonsoir. Je voulais juste raconter une petite anecdote à propos du livre d'Howard Zinn et puis après vous poser une question. Moi, j'ai connu ce livre en 2003, l'année où vous avez interviewé Howard Zinn, Première fois. parce que j'avais reçu une petite étudiante américaine chez moi. Et puis, à ma grande surprise, à Noël, elle m'a fait comme cadeau ce livre que je ne connaissais absolument pas. J'avais entendu un peu parler de ce monsieur, mais je ne connaissais pas. Et elle était d'une famille américaine. Vous voyez, la middle class. Son papa était un petit cadre qui votait pour Bush. Et par contre, sa fille, qui avait été étudiante, donc avait entendu parler de ce livre, et me l'avait acheté comme cadeau. Donc quoi, ce livre a eu une influence sur la jeunesse américaine dans toutes les classes sociales finalement. Oui. Et donc moi j'ai été très heureuse d'avoir ce cadeau puisqu'elle me l'a fait connaître finalement. Et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Au cours de la nuit suivante, vous l'avez lu en entier. Oui, la nuit suivante carrément, nuit blanche. Et après, je voulais vous poser une question sur votre film. Donc, à un moment, on voit toute l'histoire de Roosevelt, qui est le New Deal, et puis en fait la préparation de l'armement aux États-Unis pendant que la guerre s'installe en Europe. Et toute cette montée de préparation des esprits à la guerre pour conquérir, pour écouler l'armement. Sauver le monde, voilà, sous des prétextes de sauver le monde. Je vais vous apprendre, allez-y, je vais vous corriger au fur et à mesure. Et alors là, ça m'a fait penser immédiatement à la situation actuelle. On nous prépare nos esprits, quelque part, à armer l'Europe,
à armer les Ça, c'est États-Unis Macron qui fait ça, mais ça marche pas. Ouais. Voilà, mais enfin bon, je veux dire, malgré Mais tout, la jeunesse s'en ça a fout. un certain écho dans les médias en tout cas. Oui. Dans les médias, voilà, Oui, mais c'est pas- on essaye de nous préparer en tout cas, on essaye. Après, si ça prend, je ne sais pas, mais en tout cas, ça, dans les médias, on ne parle que de ça. Voilà, donc je voulais vous poser la question là-dessus, sur ce parallèle. Préparation de la guerre. Préparation des esprits à la guerre. Ouais. Je crois pas, non. Je crois que les jeunes d'aujourd'hui sont pas assez cons. Mon père a fait la guerre de 14. Il nous a mis vraiment, il nous a vaccinés contre ça. Je ne crois pas quand Oui, les nous enfants sommes- sont prêts à, comme ça, non. Nous Se sommes faire une trouver la peau génération pour, qui avons pour été l'Ukraine. baignés par ces récits de nos parents, nos grands-parents, etc., sur la Seconde Guerre mondiale, nos grands-parents la première, donc nous on a été baignés. Mais les enfants, enfin, nos enfants, nos petits-enfants qui nous connaissent, qui n'ont pas ces récits dans la tête, est-ce que vous croyez qu'ils sont aussi immunisés? J'en sais que nous? rien, mais vous avez raison. Je crois que le vaccin de la Deuxième Guerre mondiale, qui avait quand même coûté plus de 60 millions de morts, 6 millions de juifs et de tziganes passés par où on sait, a engendré des lois, des dispositifs et des esprits qui nous ont aidés à nous protéger de certaines choses. Cela peut empêcher certaines guerres et certaines périodes où notre beau pays a torturé joyeusement dans des contrées pas si éloignées d'ici. Mais effectivement, tout ça c'est pas mal éloigné. Je vois mal que M. Macron pousse notre jeunesse comme nos ancêtres avec des petits pantalons rouges et des fusils Lebel dont ils ne savent pas se servir. Je ne crois pas que ça... Moi, j'espère en tout cas. Mais je n'ai pas de garantie. Je ne peux pas vous garantir que ça ne se passera pas. Mais je vois ça, non. Même si ces gens voudraient, très probablement, pour se sortir d'affaires, on fait la guerre quand on est dans une impasse. C'est toujours la bonne solution. Hein. C'est ce qu'avait fait Yeltsin quand l'URSS s'est effondré. C'était un tel bazar qu'il a dit bon, on va aller buter des Tchétchènes. Tiens, voilà, ça va redonner du sens à tout ça. Mais j'espère que non. Voilà, je n'ai pas une réponse bien claire là-dessus. Merci. Oui, tout d'abord, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous avez fait pour réunir toutes ces archives. C'est pas moi, c'est Olivier. Les archives, c'est Olivier. Enfin, vous avez dit que vous allez les remplacer. Voilà. Oui, donc je trouve que le film, en effet, a quand même beaucoup de choses d'actuelles. Ne serait-ce que, par exemple, l'histoire du ruissellement, cher à notre ami Macron, comme le fait que le racisme soit utilisé pour séparer au niveau des travailleurs, pour un clivage au niveau des travailleurs, etc. J'ai pas vraiment de questions à vous poser, sauf peut-être une. Enfin, je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus d'utilisation de musique populaire des États-Unis, comme par exemple d'utiliser ou Woody Guthrie dont on parle, mais aussi Billie Holiday pour Strange Fruit, par exemple. Alors, je vais vous dire un truc, c'est que les histoires d'archives et de droit sont très compliquées. Oui. C'est le boulot d'Olivier. Et quand on projette au cinéma, tout ça est très contingenté, très coûteux. Ça marche aux 5 secondes, aux 10 secondes. Mais c'est vrai que voilà, Strange Fruits est présent. Je crois qu'on en parlait dans le film précédent, il me semble. Je ne sais plus. Et oui, c'est présent. Mais on ne peut pas... vous voyez, la reprise magnifique dont on est très fiers de Bright and Roses, c'est une version française que nous avons faite. C'est des musiciens français qui l'ont fait. On ne pouvait pas... Je crois que c'est Judy Collins qui l'interprétait. Et c'est trop coûteux. C'est extrêmement compliqué les histoires de droit. Hein. C'est un marchandage très compliqué. Et alors parfois vous avez des choses qui sont des trucs qui sont assez insignifiants, qui coûtent des fortunes, et d'autres dans le film précédent
on a un plan avec Chaplin, le migrant. Je me souvenais de cette scène qui est magnifique. Et on se dit, oh Chaplin, qu'est-ce qu'on va. Et on a fait des recherches, c'était gratuit. Voilà. D'autres choses qui sont c'est très compliqué. On a une personne aux États-Unis qui s'occupe de nous et qui se charge des recherches pour nous et qui se charge de négocier chaque 10 secondes. Enfin, c'est très compliqué. Mais il me revient, il me semble que Brian Roses, je crois me souvenir que c'est Mimi Farina, la sœur de John Baez, qui a... Non, Non. c'était un... Non. Enfin bon. Ouais. Mais, Non, c'est le texte d'un poète. oui, mais elle a fait une fondation, la sœur de John Baez, qui s'appelle Brian Roses. Il y a plein d'interprétations aujourd'hui de Brian Roses. Il y a des boutiques qui s'appellent Brian Roses. Il y a des mouvements féministes qui s'appellent Brian Roses. Enfin, voilà, ça sert à plein de choses, mais cette mélodie est tellement magnifique. Mais donc ce que je voulais dire aussi, c'est que quand on voit ce film, on se dit, mais tiens, ça serait bien de faire quelque chose comme ça pour l'histoire de France. Ouais. Ça vous dit Et ça en à chaque fait, fois. Dany, ici présent, m'a parlé du livre de Gérard Noiriel, Ouais. que je me suis fait offrir pour mon petit cadeau de Noël, Ouais. et donc qui fait un peu ce genre de travail. Tout à fait. Il est au niveau c'est à peu près les mêmes attaques et puis les mêmes biographies. Pierre Noiriel, c'est un môme de la classe populaire qui sait de quoi il parle, il a une expérience. Et voilà, ils sont des histoires populaires. Alors on a pensé à ça, mais d'autres le feront peut-être, parce que c'est quand même un gros boulot. Hein. Et puis là, on ne nous fera pas de cadeau, parce que les gens connaissent. Non, je plaisante, mais ce sera un très gros boulot. Mais ce serait magnifique, je pense que quelqu'un va s'y mettre. Lui-même d'ailleurs, pourquoi pas. Ouais. On avait voulu faire ça, pour tout vous dire, avant la parution du livre de Noiriel. On a failli, avec France Inter, se lancer dans une histoire populaire comme ça, française. Et on voulait travailler avec les lycées et les collèges, en demandant aux profs de travailler sur un événement dans leur coin, un événement politique, social, peu importe, avec leurs élèves, en faisant une exposition ou des vidéos, et nous arrivons ensuite, et c'est les élèves eux-mêmes qui nous aident à faire le sujet. Alors on avait cette idée, ça pouvait fonctionner. Le ministre, le secrétaire d'État à l'enseignement à l'époque, c'était un certain Jean-Luc Mélenchon. On était allé le voir, il était absolument enthousiaste de notre idée. Je lui dis, il ne faisait rien, c'est nous qui faisions le boulot. Il nous avait décroché un budget pour ça, donc on était assez contents. Et Radio France a trouvé que c'était une bonne idée, mais nous on voulait que le budget nous soit attribué à l'équipe pour pouvoir réaliser ça. Figurez-vous que Radio France a trouvé que c'était pas possible, au point de vue comptable, de nous attribuer ce budget. Parce que s'il y avait un budget, il tombait dans la caisse commune de Radio France et qu'il n'était pas du tout sûr que ça nous soit attribué. Il y a des comptables qui sont très malins. Donc ça s'est pas fait. Mais ce serait une bonne idée, je pense que l'idée est ouverte. Mais ce sera différent. Hein. Juste en passant, je voudrais faire remarquer justement à propos d'histoire locale que le film de Paul Carpita qui s'appelle Le Rendez-vous des Quais va ressortir mercredi prochain. Ah, ben vous savez que je suis très fier, alors parmi mes fiertés, il y a celle d'avoir rencontré Carpita, au moment où il relançait son film, et dans nos archives, j'ai un long entretien avec Paul Carpita. Il est venu ici, Paul Carpita. Il est venu ici et on avait fait une soirée vraiment extraordinaire avec. Ah oui Oui. Il y a plusieurs années, hein, bien sûr, c'était en 2004. Deux fois il est venu. Oui, excellent. Avec les homards de l'Utopie. Voilà, il était venu présenter les homards de l'Utopie. Ok. D'autres... C'est toujours de l'autre côté, de toute façon.
Ouais, ouais. Après, ce sera là-bas. Ouais. Bonsoir et merci beaucoup pour votre reportage. Alors moi, c'est un peu savoir de votre côté le ressenti que vous pouvez avoir en traitant ces images, cette histoire et tout ça, parce que je me dis qu'en fait, il n'y a jamais d'espoir. C'est pas un film positif finalement. Ah En fait, c'est ma lecture, hein, parce qu'il y a l'actualité, il y a tout ça. On se rend compte qu'il y a 250 ans, c'était pareil que... Non. 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 Mais tant Il y a mieux. 250 ans, il y avait l'esclavage, il n'y a plus l'esclavage. Oui. Par exemple, en 1900, il y a des on pourrait, asservissements. en 1900, l'espérance de vie, elle était de 50 ans. Aujourd'hui, elle dépasse 83 ans, ce qui est mon âge. Il y a 50 ans, les femmes devaient se taire, la fermer. Elle a eu des chéquiers en 64. Ma femme a eu son premier chéquier en 1964. On peut continuer comme ça. On a fait beaucoup de progrès. Et on continue de faire des progrès et on continuera. C'est pas toujours visible, c'est pas toujours visible. Moi j'ai assisté à la fin du colonialisme dans ma vie. Vous vous rendez compte? Oui, oui. Quand j'étais môme, il y avait. Quand j'étais gosse, on allait voir des films de cow-boys avec mes frères. Pas mes soeurs parce que j'avais horreur de ça, mais mes frères, mon frère. Et on sortait là, on se prenait pour des cow-boys. Et les Indiens, c'était les salauds. C'était les gars qui vous égorgent, qui vous scalpent. Hein, et ils n'avaient même pas de fusil, ou ils volaient les fusils. Quand ils avaient des fusils, c'est qu'ils les volaient aux cow-boys. C'était un peu comme nos Arabes qui commençaient à nous égorger en Algérie. C'était un peu, il y avait une analogie entre les deux. Et puis ça a changé, ça, quand même. On s'est aperçu quand même que les cow-boys n'avaient pas été très très gentils avec les Indiens, et on s'est aperçu que la France n'avait pas toujours été très très gentille en Algérie. Ça, c'est des choses qui ont basculé aussi. Enfin, on peut continuer de faire la liste de tous les progrès accomplis. Et si ce film ne vous donne pas envie de sortir de là en vous battant, en chantant l'international, c'est qu'on s'est trompé. Non, je pense que non. Oui, mais là, parce que vous avez, tant mieux, hein, vous vous placez quand même d'un point de vue français, oui, d'un point de vue français avec votre expérience et tout ça, mais l'actualité, Israël, la Palestine, vous parlez de la fin du colonialisme, je vois pas à quel moment... Il y a des persistantes, vous avez raison. oui, mais voilà, c'est pour ça que... Mais si vous pensez que tout est foutu, c'est que tout est Non, foutu. De toute façon, je veux dire, monsieur, foutu. l'avenir n'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on en fait. C'est vous qui en faites quelque chose. Oui. Vous faites un constat, et à partir de là, c'est vous qui décidez si on continue de s'enfoncer ou si ça change. C'est vous, personnellement, avec votre t-shirt magnifique et vos lunettes, qui décidez de la suite. C'est pas moi. Vous comprenez? C'est vous qui décidez de la suite de l'histoire. C'est nous qui, chacun de nous, ou en groupe ou individuellement, vous parliez de Mme Chomsky, et Mme Chomsky n'est pas très nombreux. Hein. Pierre Bourdieu, il n'est pas très nombreux. Et parfois, il faut être très nombreux pour que les choses changent. On n'a pas le choix. Ou bien on choisit de faire évoluer les choses, de se battre, de s'opposer, ce que nos ancêtres, heureusement, ont fait très souvent. Ou bien on se dit, c'est foutu. On l'a fait, hein. On l'a fait, l'étrange défaite en 1940. On l'a fait, ça veut dire c'est foutu. On a dit ça assez souvent. On a tendance à ça en France. Hein. Les ventres mous, ils disent tout est foutu. Et qui finalement, d'une façon ou d'une autre, collaborent. Voilà, il faut s'opposer. Il faut s'opposer tant qu'on peut, la manière la plus intelligente, la plus maligne possible, la plus rusée possible, que tout ce qu'on peut imaginer. Et on imagine, regardez Bread and Roses par exemple. Il y a eu l'intronisation de Zoran Mamdani, le maire de New York, a prêté serment sur un Coran dans la ville la plus juive des États-Unis, avec 1 500 000 juifs qui vivent dans cette ville, qui ont à 40% voté pour ce plus que démocrate, enfin, c'est socialiste, qui a prêté serment sur un Coran. Et qu'est-ce qu'on a chanté par moins 10 degrés ce 1er janvier? Bread and Roses. Il y a une fille qui a chanté. Ça, c'est des progrès pour moi. Les manifestations
récente, No Kings à travers les États-Unis, je sais pas, c'est 4 millions quand même, ils ont été. Et on peut voir ces parties-là, on peut se dire que tout est foutu. Je répète à l'envi ce que répétait Deleuze. Ils n'ont pas besoin de nous réprimer, il suffit que nous soyons déprimés. Et si être déprimé, c'est la victoire de vos adversaires. C'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils réussissent quand on entend certaines paroles désespérées et qui disent ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. Ça, c'est la victoire. C'est plus que la victoire de Trump. C'est la victoire de la non-pensée, la disparition de la pensée. Et tant qu'on pensera, on ira. Mon petit sermon, ça vous va? Oui. Merci, hein. Ok. J'en suis sans. Il a fait tourner dans l'autre sens. Quelqu'un d'autre? Ok. D'autres. Si c'est de ce côté, je peux prêter le mien. Non. Merci de votre question, parce que ça me permet de faire un petit numéro. Moi, je suis assez curieuse de savoir de quoi va parler le troisième film. Ah. Ben, j'aimerais bien savoir aussi. Non, on a beaucoup bossé. Soit quel thème, soit quelle époque. Ouais. Et on va travailler beaucoup sur la guerre du Pacifique. Ouais. Et c'est un sacré défi parce que les Français sont pas très, notre culture n'est pas très portée sur l'Asie, notamment sur cette guerre, la guerre du Pacifique, c'est un peu vague, et la guerre entre le Japon, la Chine, les massacres de Nankin, etc. Entre autres, parce que si vous avez compris, Hawardi n'avait rien compris jusqu'à Hiroshima. Il n'avait rien compris. Il pensait, comme beaucoup d'Américains, que la guerre était finie, c'est chouette, on a gagné, c'est chouette. Au mieux, peut-être qu'il faisait partie de ceux qui pensaient que c'est un crime nécessaire. Voilà. Et puis, je ne sais pas si on le dit dans le film, il y a eu une mesure qui est le GI's Bill, qui était une loi qui a permis aux jeunes gens qui revenaient, on appelait des vétérans qui avaient 22 ans, qu'ils pouvaient rentrer à l'université directement, sans avoir fait les études préalables, soit en droit, soit en histoire. Et lui, il a saisi cette opportunité et il est rentré en histoire. Mais il y a eu une clé là, après Hiroshima, tout d'un coup, il a commencé à piger et il a fait histoire. Il est devenu historien. Et voilà. D'une manière assez empirique, hein, c'est pas, son premier sujet, c'était sur les luttes de Ludlow. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est des grandes luttes populaires. Et puis il n'a pas cessé après, il a enseigné dans le sud, en Alabama. Il avait choisi d'enseigner dans un collège de jeunes filles noires. C'est une volonté on en a retrouvé certaines qui lui doivent beaucoup, mais une fois qu'elles ont été au niveau, qu'elles ont compris tout ce qu'ils avaient, ils m'ont dit bah, tu peux partir maintenant. Ils doivent donc rentrer à Boston après ça. Il y a toute une histoire assez sympa quand même. Et c'est intéressant son truc parce que il ne se définissait pas tellement au point de vue politique. Il bougeait, c'était pas je suis communiste ou je suis socialiste, etc. Un petit peu tout ça, il était assez souple dans ses positions pacifistes. On n'a pas tellement défini, quoi. Je veux dire qu'il avait le BI sur le dos, il est passé par le macartisme, etc. quand même, le camarade Zim. Oui, c'était quoi la question? Le troisième film. Le tome 3. Ah, le troisième film, donc voilà. On parlera aussi du bombardement de Royan, hein, parce qu'on le dit, on l'évoque là, il a bombardé Royan. Alors ça, c'était son grand truc. Hein. Il est revenu à Royan d'ailleurs après. Quelques années plus tard, il est revenu à Royan au moment de la reconstruction, je crois, de Royan, ou après la reconstruction de Royan, la ville bombardée par erreur. Je ne sais pas s'il y en a qui sont du coin. Pendant des années, à la sortie du premier ville bombardée par erreur. Et on va faire on a toute une séquence sur cette histoire et on va aller la présenter aux habitants de Royan. Il y a beaucoup de choses sur les droits civiques, hein, toutes
ses luttes pour les droits civiques, et tout le Vietnam, tous ses comportements pendant le Vietnam. Et puis on fera aussi toute une séquence avec tout ce dont il aurait dû parler. Dans son bouquin, il n'y a pas une note sur l'écologie. 80, ouais. Ben, tout ce dont on nous dit ça dans les. Mais est-ce qu'il parle de ceci ou de cela, du féminisme américain, des mouvements féministes américains, du beau. Non, c'est pas trop. En fait. Donc on fera. Parce qu'il est normal qu'il n'ait pas parlé du tout. C'est pas un dieu, c'est pas une divinité, c'est un état d'esprit, c'est un mouvement. Il est en route, ce gars-là. Le tome 3, ça ne marchera pas. Ouais. Parce qu'une guerre dans le Pacifique, c'est pas possible. La guerre du Pacifique. Oui, t'as raison, c'est drôle. Oui. Enfin, c'est un petit peu drôle seulement. Quoi. Oui. Là, on a des archives magnifiques. Parce que tous les régiments, tous les bataillons engagés dans la guerre étaient suivis par des équipes de tournage. Donc, et parfois des grands réalisateurs ont suivi et là, on aura une actualité, parce que le nationalisme japonais repart actuellement. Justement, je crois que l'armée américaine... Tu veux bien prendre le micro? L'armée américaine, je crois, utilisait des Indiens pour les communications. Parce que même si les autres, ils les chopaient les coms, pour comprendre certaines tribus indiennes, Oui. je crois. J'ai lu ça quelque part. Oui, c'est vrai. Donc peut-être il y a une guerre dans le Pacifique, c'est vrai. Il y a une guerre dans le Pacifique. Oui, Il y a une guerre. oui. Il y a quelque chose qui a des prolongations aujourd'hui dans les tensions. Vous savez peut-être qu'il y a eu des élections récemment au Japon avec une première ministre tout à fait hyper nationaliste qui renoue avec ce passé nationaliste glorieux, etc. Ce qui entraîne des tensions énormes avec la Chine. Enfin bon, mais c'est un des sujets qu'on abordera. Il n'y aura pas Martin Luther King? Si, mais écoutez, il y a aussi, si vous voulez, on essaye quand même, c'était l'idée de Signe, de raconter l'histoire de ceux qui font l'histoire sans être connus ni célèbres. Alors toutes ces figures, on se dit mais pourquoi pas le Martin Luther King? Alors on fait une petite allusion à Rosa Parks, etc. etc. Bien sûr, on peut aussi faire la liste des grandes figures qui sont déjà... Rosa Parks, elle est célébrée, on a des places à Paris maintenant, les places Rosa Parks, etc. Il y a un parc Rosa Parks aux États-Unis où on a le bus dans lequel elle était assise. Vous savez, il y a un bus, il y a les gosses des écoles, ils peuvent s'asseoir là où elle était assise quand elle a refusé, etc. C'est sympa tout ça. Ça y est, si vous voulez, le boulot est fait. Quoi. C'est comme, voilà, Billie Holiday, etc. Ça c'est fait. C'est plus intéressant, ça nous intéresse plus de montrer tout le reste, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas dans les livres d'histoire et qui ont fait l'histoire, c'est-à-dire nous autres, enfin vous autres, nous autres, quoi. C'est nous qui faisons l'histoire. Il y a des figures, heureusement, qui nous servent de repères, mais enfin c'est quand même les gens qui font l'histoire, qui la défont, etc. Et nous, moi, mes héroïnes, dans ce film, c'est les deux dames du petit musée de Scottsboro. Les deux petites bonnes femmes, là, il y en a une des deux, il est décédé. Pour moi, c'est ça le sel de la terre, c'est ça la résistance, c'est ça les héroïnes, c'est ça qui fait que ça tient, quoi, que ce monde tient, et ces petites femmes têtues, rusées, vous avez comme elles sont rusées, et qui tiennent la digue. C'est ceux-là qui tiennent la digue. C'est pas forcément nos grands personnages intellectuels ou les grandes figures politiques pour lesquelles nous allons bientôt voter. Peut-être. Et aujourd'hui, il y a des nouveaux Wardzine qui parlent de l'histoire sûr, récente. j'ai cité dans son sillage, il y a des gens qui se positionnent pour essayer mais bien sûr. populaire. Bien sûr, ils ont du mal à se faire connaître. On a des dessinateurs, on a Joey Sacco, par exemple. Vous connaissez Joey Sacco? Joey Sacco, maintenant ça va sur la bande dessinée, par exemple. Toute la série de dessins, je vous conseille ça, Joey Sacco, S-A-2-C-O, qui depuis des années dessine Gaza. Voilà. Ça n'arrête pas, bien sûr, qu'il y a des résistants.
oui, ça continue d'une façon ou d'une autre. Puis il a fait des petits. Et là, vous avez le prof Julian Hipkins dans son collège. Il vient à Paris, on le fait venir à Paris. Là. On le fait venir, il va venir 3 jours ou 4 jours à Paris. Et on va lui demander qu'est-ce que c'est d'enseigner l'histoire actuellement aux États-Unis au temps de Trump. Est-ce qu'il a des pressions? Est-ce qu'il résiste? Est-ce que ses élèves, ses étudiants résistent? Est-ce qu'ils plient? Comment ça se passe? Et il vient en France avec sa femme. On lui a dit, est-ce que tu es d'accord pour venir parler de ça en France? Il a dit, ok. Bon, si je ne peux pas rentrer, est-ce que vous m'hébergerez? C'est des gars qui résistent. Il y a des résistances partout qui sont... oui, il ne faut pas vous inquiéter comme ça. Mais par contre, il faut participer. Ok? Il faut savoir quelque chose. Non? Oui? Non? Oui? Non, monsieur? Madame, monsieur? Ok? On s'arrête là? Bon, ben, je vous remercie toutes et tous.